on avait étudié une œuvre de Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Et dans cette thèse, Sartre défend vraiment l'idée que, en fait, on n'a pas de personnalité à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'essence. Donc l'essence, c'est vraiment ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, mais que quelque part, elle serait vraiment déterminée à l'être. Tu pourrais pas être autre chose. Par exemple, voilà, l'essence d'un couteau, c'est de couper, mais l'essence d'un humain, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Maya. Bonjour Thierry. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui à mon podcast. Moi aussi, très heureuse d'être là. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, exactement. On s'est rencontrés la première fois sur le TEDx à Bordeaux, aux Arts et Métiers. Exactement. On a échangé, on a parlé du cerveau notamment. Et toi, tu as présenté ton approche qui est celle de la philosophie. Tout à fait, oui. Donc l'idée de ce podcast, bien évidemment, aujourd'hui, ça va être de parler de philosophie et de ramener ça notamment au livre que j'ai écrit, qui est sorti au mois de mars, dans lequel je présente mon approche holistique autour du développement personnel. Et dans cette approche holistique, un des piliers fondamentaux, c'est la philosophie. Donc, je parle de certains auteurs, mais je ne suis pas un philosophe. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec toi, on parle un peu plus en profondeur de ce qu'est la philosophie et de quelle manière elle aborde la thématique du développement personnel. Donc, pour commencer, j'ai une question philosophique existentielle, Maya. Allez, c'est parti, dans laquelle ça commence. tu vas pouvoir te présenter. Et la question est la suivante. Qui es-tu, Maya ? Une grande question philosophique. Alors, je vais essayer d'y répondre simplement dans un premier temps, parce que, évidemment, c'est une grande question. Mais alors, qui je suis ? Donc, je m'appelle Maya Benkhelifa. Je suis professeure de philosophie à Bordeaux, au lycée Sainte-Marie-Bastide. J'ai 29 ans. Voilà. Et alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là ? C'est la grande question, parce que évidemment, la philosophie, c'est pas un parcours typique, classique. Quand on sort du lycée, on se dit pas, je vais faire prof de philo. C'est plutôt même atypique. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je dirais, j'ai plutôt une nature quand même, déjà étant petite, à me poser beaucoup de questions. On pouvait dire Maya, elle est un peu dans ses pensées, etc. J'avais plutôt ce naturel. Et en réalité, c'était aussi lié à une enfance, on va dire, assez difficile que j'ai pu vivre. Donc, j'ai été tout de suite confrontée à des grandes questions très jeune. D'accord. Et donc... Est-ce qu'il y a un moment dans ton enfance qui pourrait être le moment où tu as pris conscience que peut-être la philosophie ou cette envie d'aller vers la philosophie, de faire un travail sur les auteurs ou de t'intéresser à ce sujet, est-ce qu'il y a un moment qui a marqué ce point de départ ? Alors oui, il y a vraiment un moment. Donc c'est vrai que de base, je voulais à tout prix, alors vraiment j'avais ce projet de manière très claire, je voulais être avocate ou juge pour enfants. C'était vraiment très très clair dans ma tête. Et en fait, je suis arrivée en terminale, comme tous les élèves qui arrivent en terminale et découvrent la philosophie. Et je suis tombée sur une professeure de philosophie exceptionnelle, quoi. En fait, j'arrivais en classe et je me disais, mais c'est hyper intéressant. En fait, la manière dont elle amenait le cours, le sujet, c'était très vivant. C'était lié à des questions que nous-mêmes, on pouvait se poser. Et j'étais assez littéraire de base. Mais là, il y avait quelque chose en plus de tous les cours littéraires qu'on avait, parce que c'était pas détaché de la réalité. C'était vraiment, on n'analysait pas simplement un texte, on disait, en fait, c'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Et je me disais, mais c'est vrai, c'est vraiment une question. Enfin, c'est quoi le bonheur ? Puis je me souviens, par exemple, la prof avait commencé en disant, les chats n'ont pas de conscience. Et j'étais, mais c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai un chat, il a une conscience. Enfin, et en fait, je me souviens, ça me heurtait, ça me piquait un peu. Et ça me faisait me poser beaucoup de questions. Et en terminale, on a une personnalité assez affirmée. Moi, je me souviens que j'étais quelqu'un d'assez assez droit, avec j'étais plutôt d'un naturel rancunière. Enfin, donc pas d'un naturel, justement, mais j'avais cette personnalité que je voulais me donner, assez rancunière, etc. Et on avait étudié une œuvre de Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Et dans cette thèse, Sartre défend vraiment l'idée que, en fait, on n'a pas de personnalité à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'essence. Donc l'essence, c'est vraiment ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, mais que quelque part, elle serait vraiment déterminée à l'être. Tu pourrais pas être autre chose. Par exemple, l'essence d'un couteau, c'est de couper, mais l'essence d'un humain, qu'est-ce que c'est ?
Et là, ça devient compliqué. Et, et c'est vrai que quand on est en terminale, on se dit, bah si, moi, je suis comme ceci, je suis comme cela, et je le sais très bien. Et en fait, je me souviens, à la fin d'un cours, je vais voir ma prof et je lui dis, mais madame, ce qu'il dit Sartre, c'est pas hyper vrai parce que bah moi, je suis rancunière, mais c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Elle me disait, mais non, Maya, demain, si tu veux, Tu peux changer. Tu peux changer. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas vrai, je peux pas changer comme ça. Enfin, on est ce qu'on est, en fait. Et c'est comme ça, je suis née avec, et non. Et donc, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça t'a perturbé. Exactement, ça m'a perturbé, ouais, exactement. Okay. Et tous ces questionnements sans cesse. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tout de suite, là, je vais rebondir sur... À un moment donné, tu as dit, je me suis rendu compte avec la philosophie que c'était pas détaché de la réalité. Mais du coup, c'était pas détaché de la tienne. C'est ça. Ça veut dire que ça venait peut-être en réponse déjà à des choses que tu avais vécues. Parce que si c'était ça pour tous les jeunes lycéens, ça serait top. Exactement. Mais alors, en fait, c'est un peu mon challenge en tant que professeur de philosophie. C'est ça. Parce qu'on sait qu'on a des types d'élèves qui vont vivre vraiment qui ont vécu des choses difficiles, qui sont soit confrontés à des décès, soit confrontés à des maladies. Voilà, on a tous des parcours de vie assez différents, très compliqués pour certains, beaucoup plus simples pour d'autres. Et justement, ces élèves-là, pour qui tout est simple, la philosophie, elle vient un petit peu bousculer leur vie et ils n'ont pas trop envie. Enfin, madame, je ne me pose pas de questions, j'ai pas envie de me poser toutes ces questions. Et moi, mon but vraiment, c'est de leur montrer que, bah non, tu vas voir que la philosophie, en fait, elle est liée à ta vie. Et ce que tu crois être naturel, ce que tu crois être, voilà, qui va de soi, ben, tu vas voir que, en fait, c'est un lien directement avec ta vie. Et ça, je pense que c'est vraiment ce dont souffre la philosophie, c'est le fait de penser que c'est une abstraction, que c'est quelque chose de complètement perché. Voilà, je commence mon premier cours avec les élèves en leur disant, écoutez, il ne faut pas fumer des joints pour faire de la philosophie. Il ne faut pas être perché, au contraire. Il faut être très lié à la vie, très connecté. Et vous allez voir que ce que dit Descartes, en fait, ça a des résonances directes avec votre vie. Ce que dit Spinoza au XVIIe siècle, ça a donné la sociologie. C'est ce qui fait que dans des tribunaux, on va réfléchir à ce qu'un individu est déterminé ou pas. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la philosophie, c'est son côté très actuel, très lié à la réalité. Et c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre aux élèves pour qu'ils se rendent compte vraiment que, en fait, c'est vrai que toutes ces questions-là, je ne me l'étais pas forcément posées, mais c'est lié à ma vie. C'est lié à la vie. Et c'est intéressant parce que la philosophie, comme je vais l'observer aussi dans la psychologie, pour les gens, on a l'impression, quand on leur parle de ça, on leur parle de choses qui sont en dehors de la vie, alors que ça fait partie intégrante de la vie, et c'est même les bases, en fait, de la vie. Donc, on reviendra sur les lycéens, parce que ça m'intéresse bien évidemment beaucoup, et surtout ce qui est réalité, dans quelle réalité on vit. Pour revenir à ton invitation et pour revenir en fait au déploiement personnel. Dans mon livre, bien évidemment, donc moi j'ai une approche qui est holistique du déploiement personnel, philosophique, psychologique, neuroscientifique, épigénétique. J'essaie en fait de m'intéresser à plein de sujets pour dire aux personnes que la vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Alors, très intéressant, c'est un chapitre, la vérité. La seule vérité qui existe, c'est celle que vous allez créer vous-même. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur ça? Alors, la vérité, vraiment, c'est une question que je trouve très, très intéressante. Déjà, pour moi, il faut la distinguer de la réalité. Donc, c'est vraiment ce qu'on apprend en philosophie, c'est vraiment un travail sur les mots. Donc, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce qui existe indépendamment du sujet qui le perçoit. Donc, ça veut dire que là, si je sors de cette pièce, tu vas continuer d'exister. Voilà. J'espère. Exactement. On pourrait en douter. Descartes, on a douté. Mais tu vas continuer d'exister. Pourtant, je ne te perçois pas. Donc ça, c'est la réalité. Ça veut dire on postule que quelque chose existe indépendamment de ma perception subjective. Maintenant, la vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est un discours qu'on porte sur la réalité. Et ce discours, nécessairement, il est subjectif. Il est subjectif parce que, voilà, si on regarde par exemple dans l'histoire, pendant 1300 ans, le système de Ptolémée, on a pensé que la Terre était au centre de l'univers et c'était la vérité. C'était la vérité parce que c'était les moyens dont on disposait, c'était en accord avec la réalité. Donc ce discours était en concordance avec le réel. Mais pourtant, ce n'était pas la réalité. Donc la vérité, ce qu'elle essaye tout le temps, c'est de se rapprocher de la réalité. Ouais. Mais ce qui fait qu'elle n'est jamais définitive parce que on ne sait jamais vraiment... Voilà, les scientifiques qui diraient, par exemple, c'est bon, on n'a plus besoin de se questionner sur la réalité, on détient la vérité, ce serait quelque part un mauvais scientifique parce qu'en réalité, la science, elle est vraie jusqu'à temps qu'elle n'a pas été démentie.
Donc voilà, ce qui a donné voilà, le système de Copernic, ensuite Galilée qui est revenu, et maintenant on sait qu'on est passé d'un système voilà, géocentrique à héliocentrique. C'est ça. Donc la réalité subjective. Alors, la vérité, je dirais subjective, la réalité objective. Objective, ok, d'accord. Mais la vérité, quand même, a pour vocation à ne pas être subjective. Parce que si on se donne une vérité, on va dire puisqu'elle est basée sur la réalité, elle doit être objective. D'accord. Mais on sait qu'elle dépend de l'individu, puisque c'est un discours qu'on tient, donc quelque part, elle est mêlée de subjectivité. Alors en recherche, notamment, parce que je fais un peu de recherche, on dit que une vérité doit être réfutable. Tout à fait. Et non réfutée. Tout à fait. Donc à partir de ce postulat, la vérité n'existe pas en fait. Alors voilà, on se retrouve avec ça et là, on est bien avancé parce que... Et pourtant, a priori, la Terre est ronde, comme je l'ai dit dans un post, mais il y a des personnes aujourd'hui, et je l'ai eu d'ailleurs, j'ai eu des commentaires après ce post, qui me disent, mais vous avez toujours pas prouvé que la Terre était ronde. Moi, je sais qu'elle est plate. Donc, c'est d'accord, oui. C'est intéressant, mais c'est ça, en fait. La vérité, elle est toujours menacée, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que toi, avec les étudiants, typiquement là, on plaisante, mais les étudiants, vivent dans des environnements familiaux, social, privé, et c'est au travers de ces environnements qu'ils vont fabriquer notamment leur système de valeurs, leur système de croyances. Tout à fait. Et donc, pour certains, ils doivent t'entendre parler, ça fait des résonances. T'es quand même loin de ce qu'ils vivent. Ouais. Comment tu arrives à un moment donné à faire croire, pour utiliser ce mot, à un étudiant qu'une autre réalité peut exister? Alors, c'est très intéressant parce que, justement, quand on est en terminale, j'aime beaucoup travailler avec ces élèves parce que ils ont des certitudes. C'est ça. Ils ont beaucoup de certitudes, ils ont des opinions, et pas des vérités, des opinions qui sont très, très bien ancrées et qui sont beaucoup le fruit, voilà, comme tu l'as dit, d'une éducation, d'un environnement social, économique. Et donc, quand on est en terminale, on aime bien vivre à travers ça. On a l'impression que ça nous fait se sentir exister, qu'on a une identité et que, quelque part, ce qu'on dit est vrai. Et en réalité, quand la philosophie vient leur dire t'aimes, je sais pas, le tennis, mais pourquoi t'aimes le tennis ? Parce que j'aime le tennis, c'est comme ça. J'ai toujours aimé ça, c'est mon choix, c'est ma liberté, voilà. Et là, tu viens lui dire, mais... est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui aime le tennis ? Si, mais alors est-ce que finalement, tu n'as pas été déterminé à aimer ce sport et qu'en fait, naturellement, tu ne te serais pas dirigé vers ça ? Donc, ce que tu penses être la vérité, ce que tu penses être vrai de tout temps n'est peut-être pas vrai. Et alors, on voit qu'il y a des élèves vraiment très récalcitrants à ça, qui n'ont pas envie d'en démordre. Ouais. Et il y en a d'autres qui se questionnent. Et voilà. Mais moi, vraiment, mon but en tant que professeur de philosophie, c'est d'arriver à ce que l'élève se pose vraiment des questions et qu'il sorte de sa zone de confort pour se dire ce que je croyais être ma vérité n'est peut-être pas la vérité. C'est ça. Et c'est important ce que tu dis. Alors, pour rebondir sur le livre qui s'intitule « Dépouillement personnel », dans ce livre, en fait, j'invite les personnes, au travers des différentes approches, à revenir en fait à ce qu'ils étaient pratiquement quand ils sont nés. Oui. Donc, à se défaire de toutes les croyances avec lesquelles ils se sont constitués, toutes les valeurs, pour revenir à l'essentiel qui est le cœur et le système nerveux. Et à partir de là, en fait, on va refaire un travail d'apprentissage. Parce qu'un enfant ou un lycéen qui ne développe pas cet esprit critique, son système de croyance va le poursuivre toute sa vie. Bien sûr. Et donc, moi, je le vois en formation, j'ai des personnes qui ont 45, 50 ans, qui ont passé leur vie à vivre, du coup, dans une réalité qui ne leur convient pas. Exactement, c'est ça. Et donc, qui ont, à un moment donné, une basse estime d'eux-mêmes, parce qu'ils voient bien que dans leurs environnements, ils ont du mal à s'adapter, du mal à être dans l'interaction avec les autres. Bref, ils ne sont pas alignés. Donc, c'est de les ramener à ça. Et le travail est difficile. Très difficile. Donc, l'idée, c'est de dire que plus tôt on démarre, mieux on se porte. Sur le dépouillement personnel, ce que j'aimerais, c'est que tu me parles un petit peu de l'approche et puis des auteurs qui ont traité de ce sujet au travers de la philosophie. Alors, très intéressant comme question, le dépouillement personnel. Philosophiquement, je dirais que se dépouiller, c'est essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a en fait derrière le moi. Est-ce que moi, je suis ce que je suis parce que c'est ce que j'ai voulu ou est-ce que c'est parce que, encore une fois, c'est l'éducation, etc. Donc, essayer de se départir de tout ça pour se comprendre. Alors, à ce sujet, il y a beaucoup, évidemment, de philosophes qu'on pourrait rapprocher.
Et notamment des philosophes très importants, un courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Donc les stoïciens, vraiment, ça a donné le terme stoïque, qui veut dire être impassible, ne pas laisser ses émotions nous submerger, etc. Les stoïciens, c'est quoi leur philosophie ? Le but, c'est d'essayer de différencier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et en fait, trop souvent, les stoïciens observent, notamment Marc Aurèle, qui était un empereur, s'est servi de ça pour essayer de comprendre comment arriver à ne pas se laisser submerger par ses passions. Parce qu'en fait, les passions, c'est quelque chose qui nous envahit, qu'on ne maîtrise plus et qui peut nous faire dégénérer, ne plus être soi-même, etc. Donc le but, c'est d'essayer de comprendre, quand on voit passion, même dans son étymologie, le terme passion veut dire patior, qui signifie souffrir. Donc déjà, la passion, elle est vraiment considérée depuis son étymologie comme une souffrance. Et il y a aussi cette idée que c'est la passivité. On est passif face à ses passions. Donc le but, c'est d'avoir un contrôle en fait face à ça. Et savoir trier. Donc ce qui dépend de moi, c'est mes actions par exemple. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est le jugement que les autres vont pouvoir porter sur moi. Une maladie par exemple, des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. La mort, c'est quelque chose qui arrivera inévitablement, et si je passe mon temps à y penser dans la souffrance, je me rends esclave d'une passion qui est la peur. Donc le stoïcien, ce qu'il invite à faire, c'est au contraire plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et se concentrer sur ce qui dépend de nous. Alors j'aime beaucoup cette image. Les stoïciens vont dire, en fait, ils sont quand même dans une vision qui est celle du destin. Pour un stoïcien, c'est pas une question de demain sois qui tu veux, etc. Non, pas du tout. Pour un stoïcien, en fait, notre histoire, elle est déjà écrite. Notre histoire, elle est écrite, il y a un destin qui est tracé. Donc, on n'est pas les auteurs de notre vie, mais on est les acteurs. Ça veut dire que notre vie, elle est déjà écrite, mais on peut décider de bien jouer ce rôle qui nous est destiné ou pas. Ça veut dire que si ta vie, c'était, je sais pas, de devenir professeur, de faire peu importe, tu peux te dire que la vie est injuste, qu'elle est difficile, etc. Mais ça ne dépend pas de toi. C'est le destin. Donc, ils ont cette image, c'est un chien qui est accroché à un chariot. Soit tu luttes contre le mouvement du chariot qui t'emporte, et ta vie va être difficile, et ça va être long, et ça va être rude. Mais quoi qu'il en soit, tu vas avancer contre ton gré. Soit au contraire, tu décides d'avancer avec le mouvement du chariot et en fait, t'acceptes ton destin et tu n'en seras que plus heureux. D'accord. Alors, c'est super intéressant déjà comme approche parce que moi, bien évidemment, les personnes que j'accompagne, il y en a très peu qui arrivent à être du coup dans ce courant de pensée, si je puis dire, tout à fait, à se dire que ce que je vis, finalement, c'est mon destin. Parce que pour certaines, évidemment, ce qu'elles vivent, c'est pas terrible. En tout cas, elles considèrent que c'est pas terrible. Ça, bien sûr. Donc le stoïcisme, c'est OK. Et ensuite, qu'est-ce qui vient un petit peu contrer le stoïcisme ? Alors, je dirais que ça se fait petit à petit dans la pensée, mais derrière ça, on a l'idée donc vraiment assez difficile quand même chez les stoïciens que il faut vraiment maîtriser ses passions, ses émotions, exactement. Et derrière ça, on a l'épicurisme, un autre courant de pensée. Qui va venir dire finalement le but c'est pas la suppression des désirs, parce qu'un être sans désir quand même on peut se poser la question est-ce que vraiment c'est souhaitable de pas avoir de désir du tout, alors non pas que les stoïciens prônent l'idée qu'il faudrait pas avoir de désir, c'est pas ça, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut réguler. Et l'épicurisme va dire qu'il faut classifier les désirs en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une société par exemple actuelle où on est tous les jours assommés de nouveaux besoins qui sont pas des vrais besoins en fait. On nous invite depuis la naissance de la publicité à penser qu'on a besoin de ceci, qu'on a besoin de cela. La publicité, elle a très très bien compris ça. On nous fait penser que si on veut être heureux, la clé du bonheur, ça va être d'acheter cette belle voiture ou alors d'avoir telle maison, telle vacances, etc. Et donc, on se retrouve un peu comme ça avec beaucoup, beaucoup de désirs qu'on ne sait plus vraiment maîtriser. Et on ne sait plus vraiment ce qu'on veut, en fait. Et cette accumulation des désirs, elle ne peut pas satisfaire un individu. Déjà, si on revient à la définition même du désir, c'est vouloir quelque chose que l'on n'a pas. Donc, si c'est vouloir quelque chose que l'on n'a pas, ça veut dire que quand j'obtiens l'objet de mon désir, je ne suis pas satisfait.
Donc c'est pour ça, il y a une phrase de Schopenhauer qui dit la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je n'ai pas l'objet de mon désir, donc je suis dans le manque quand je désire cette chose, et ennui quand je l'obtiens. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste, je pense qu'on peut la nuancer, mais voilà. Et c'est vrai que depuis l'Antiquité, on a cette idée que le désir serait un peu quelque chose d'insatiable, qu'on n'arrive pas à satisfaire. Et au contraire, les Grecs recherchent l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Il faut voilà, être serein, tranquille. Et donc les épicuriens vont dire, il faut les classifier, ces désirs. Et de quoi on a besoin ? Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un qu'il est épicurien, on veut dire que c'est un bon vivant, que c'est quelqu'un qui aime boire, manger en quantité, etc. Il y a même des restaurants qui s'appellent l'épicurien, etc. En fait, c'est pas du tout ça, être épicurien. C'est beaucoup plus austère que ça. Ouais, c'est ça. Être épicurien, c'est en réalité, c'est privilégier les désirs naturels et nécessaires. C'est-à-dire manger, boire, dormir. Donc des choses vraiment très simples, très basiques. Et c'est pas du tout au contraire, pour un épicurien, manger une bonne entrecôte, ça, c'est pas un désir naturel nécessaire. C'est un désir naturel non nécessaire. Donc, il va falloir essayer de classer les désirs qui vont nous faire le plus de bien, en fait. Le plus de bien, mais sans nous embarquer dans une démarche ou quelque chose qui va être sans fin. C'est ça. Et je pense que sans vraiment appliquer peut-être cette doctrine qui aujourd'hui serait quand même difficile, mais au moins essayer de comprendre ce qu'un épicurien veut dire, je pense que c'est intéressant parce que... on ne dit pas... je me souviens d'un élève qui me dit en classe « Mais madame, le but de la philosophie, c'est de manger des carottes sous un arbre, quoi. » Non, c'est pas ça le but. C'est pas du tout ça. Mais c'est d'essayer de comprendre que c'est vrai qu'on a des désirs qui sont pas nécessaires, en fait. Et que ces désirs-là, quand on s'y attache... en réalité, ils nous font plus de mal que de bien. Que de bien. Exactement. Et alors, c'est intéressant, évidemment, tout est intéressant. Alors, je vais ramener ça, je vais te poser une question, parce que moi, je travaille notamment sur un auteur, enfin sur plusieurs, mais il y a un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow, qui est en fait le père en fait, de la psychologie humaniste. D'accord. Et qui a travaillé sur la théorie des besoins. C'est-à-dire qu'un individu, le matin, quand il se lève pour couvrir des besoins. D'accord. Donc, il y a des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, des besoins de sécurité, avoir un salaire, un toit. Tout à fait. Des besoins d'appartenance, fonctionner dans des groupes. On est des êtres sociaux, donc on a besoin d'être dans des groupes. Et dans ces groupes, ensuite, on va avoir des besoins de reconnaissance qui vont nous permettre de développer de l'estime. Ouais. Et ensuite, dans sa hiérarchie des besoins, ce qu'il y a au-dessus de tout ça, c'est, on va dire, de quelle manière je donne du sens à ma vie, à ce que je fais. Et là, on rentre dans une démarche qui est spirituelle. Oui, très intéressant. Donc, au travers de tous les besoins, à quel moment je me dis que je suis comblé dans ce que je suis en train de vivre. Mais si on ne couvre pas ces besoins, selon lui, l'individu aura du mal à se mettre en action pour produire de la motivation et aller vers ce qu'il a envie d'avoir. Donc, c'est intéressant parce que là, on voit que la psychologie, la philosophie... Oui, bien sûr, il y a des liens étroits. Il y a des liens étroits et en même temps, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Complètement. Mais aujourd'hui, quand toi, tu as des étudiants, tu vois, en terminale, qui se projettent ensuite pour continuer, pour certains, j'espère, des études supérieures, ils se projettent au travers de besoins qu'ils vont avoir envie de couvrir. Et toi, tu arrives tout de suite et tu leur dis, faites attention. Exactement, c'est ça. Il y a un texte, par exemple, de Platon, le Gorgias, qu'on étudie dans un cours sur le bonheur. Et Platon donc met en scène un personnage qui s'appelle Calliclès et un autre personnage, un philosophe qui a existé, qui s'appelle Socrate. Et ils parlent tous les deux donc de la notion de désir. Et ils n'ont pas la même vision, en fait. Socrate va dire la vie que tu décris, Calliclès, c'est une vie où en fait tu multiplies les désirs sans jamais en évaluer la qualité. Et il va comparer ça à des tonneaux. Donc voilà, imaginons deux hommes qui possèdent des tonneaux. L'un a rempli son tonneau de liquide rare, donc il va dire du vin, du miel, du lait. Il a travaillé pour avoir ces liquides, mais une fois qu'il les a obtenus, il est comblé. De l'autre côté, l'autre homme, donc Calliclès, lui, a des tonneaux qui sont percés. Et ce qui fait qu'une fois qu'il les remplit, le liquide s'évapore automatiquement. Donc ça veut dire que ce que Calliclès prône dans le désir, c'est le fait de désirer. Alors que Socrate, ce qu'il prône plutôt, c'est le fait d'obtenir l'objet de son désir. Sauf que Socrate, bien évidemment, c'est celui qui peut être comblé par son désir, parce que ça y est, en fait, il n'a plus besoin de rechercher autre chose, il est comblé. Alors que Calliclès, celui qui multiplie les désirs sans jamais en évaluer la qualité.
Et alors, on peut faire un parallèle, par exemple, avec le Don Juan de Molière. Hein, quand on dit de quelqu'un que c'est un Don Juan, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui multiplie les conquêtes, etc., mais qui, en fait, ne tombe jamais amoureux. Parce qu'il s'en fiche, quelque part, de l'objet de son désir. Ce qu'il aime, c'est désirer. Et donc, quand on ne questionne pas ses désirs, quand on se demande pas, mais est-ce que ça, c'est bon ou pas pour moi, on peut se retrouver esclave de ses désirs. Et donc, le but avec les élèves, c'est vraiment qu'ils essayent de comprendre que, par exemple, même multiplier les désirs, c'est peut-être pas ce qui est bon pour soi. Est-ce qu'il vaut pas mieux, se dire, je souhaite certaines choses et j'aimerais les obtenir parce qu'elles ont de la valeur pour moi. Ok. Et au travers des étudiants donc, que tu as en classe, est-ce que tu arrives à identifier quels sont ceux pour lesquels tu as une écoute attentive, ils arrivent un petit peu à comprendre ce que tu leur expliques? Et est-ce que tu arrives à relier ça, alors c'est peut-être pas évident, typiquement à la manière dont ils ont été éduqués? Ouais, alors... Pour revenir en fait sur le système de croyance. Ouais, bien sûr. Oui, beaucoup. Par exemple, on a un cours sur Bourdieu donc, et Spinoza. Donc Spinoza, c'est le premier à dire qu'en fait, on n'est pas libre. Et vraiment, voilà, c'est aussi simple que ça. Pour Spinoza, alors nous ne sommes pas libres, attention à nuancer, c'est pas qu'on n'est pas totalement libre, mais c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire cette croyance selon laquelle l'homme serait capable de s'instituer comme la cause première de ses actes, que rien ne le déterminerait à être ce qu'il est, et qu'on choisit qui on est, absolument. Et ben ça, pour Spinoza, c'est faux. Donc là, il va, au XVIIe siècle, se mettre en désaccord avec Descartes, qui lui affirme qu'il y a un libre arbitre, en fait. Spinoza va dire non, attention, dans la nature, tout est déterminé. Tout est soumis à un principe de causalité. À telle cause succède tel effet. Voilà. Donc, l'homme, parce qu'il a une conscience, se croit libre. Parce qu'en fait, il a l'impression qu'il est au-dessus de la nature. Donc, il dit cette phrase, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Et donc, il va dire, la liberté, elle consiste pas à se croire libre, mais elle consiste à comprendre qu'on est déterminé par des facteurs. Que, par exemple, si je veux être avocat, peut-être que mes parents ont été avocats. Si je veux faire Sciences Po, peut-être que mes parents m'ont dit que Sciences Po, c'était la clé de la réussite. Si je suis, je sais pas, boulanger, c'est peut-être parce je voyais souvent ma mère cuisiner ou mon père cuisiner, mes grands-parents, enfin. Et donc, en fait, on voit bien à quel point l'environnement social façonne un individu. Et Spinoza va dire, la liberté, c'est pas de croire qu'on est absolument, qu'il y a un libre arbitre, mais c'est de comprendre qu'on est déterminé. Et de cette façon-là, on peut se libérer. Ok. C'est-à-dire savoir que si je suis aujourd'hui professeur de philosophie, c'est peut-être parce que des gens autour de moi ont été professeurs, etc. Des personnes m'ont influencé, m'ont déterminé dans mes choix. Et en connaissant ça, je peux essayer de me libérer de ces schémas déterministes. Ok, donc on est en permanence en fait influencé par ces environnements. Exactement. Internes et puis externes. C'est ça. Donc on pourra arriver sur un sujet qui est plutôt sympa, là, qui est celui de la conscience. Est-ce que j'ai conscience de qui je suis au travers de tout ça? Exactement. Et la conscience, du coup, en philosophie... Ouais, alors ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le TEDx. Voilà, c'est ça, la conscience. Ouais, la conscience, ben voilà, c'est... Voilà, les neurosciences vont quand même dire que c'est la boîte noire, c'est voilà, la conscience, on ne sait pas où la localiser, c'est quelque chose, voilà, déjà il faut bien la différencier de l'esprit, hein, c'est pas du tout la même chose. Enfin, pas du tout, non, c'est pas du tout, c'est-à-dire que ils sont interdépendants, mais c'est bien quelque chose qui existe à part. Donc la conscience, si on revient voilà, dans l'étymologie de la philosophie, c'est cum scientia, ça veut dire avec savoir. Donc la conscience, c'est savoir que j'existe, mais c'est aussi savoir que le monde autour de moi et les autres existent. Donc, cette conscience-là, est-ce qu'elle me suffit à savoir qui je suis? Ça, c'est la grande question. Voilà, c'est la grande question. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que comme on a conscience de nous-mêmes, on sait qui on est. Mais en réalité, c'est pas si vrai. Parce que déjà, la conscience, elle est certes à l'intérieur de moi, mais c'est précisément parce qu'elle est à l'intérieur de moi que je dois m'en méfier. Parce que qui dit qu'elle est à l'intérieur de moi dit aussi qu'elle est subjective. Ouais. Et que donc, elle n'est pas peut-être le mieux placée pour dire qui je suis, puisqu'elle manque d'objectivité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin aussi du regard des autres. C'est Sartre qui va dire ça. On a besoin, la conscience, toujours une conscience envers autrui. C'est-à-dire que, par exemple, le phénomène de honte, avoir honte de soi. On n'a pas honte de soi tout seul. On a honte de soi parce qu'on sait que quelqu'un, ou en tout cas si personne ne nous voit, parce que la présence interne d'autrui agit sur moi. C'est ça.
Et plus tard aussi, on va avoir Freud quand même qui arrive, et il faut attendre quand même le XXe siècle pour qu'on sache que l'inconscient existe. Et là quand même, là c'est énorme parce que ça y est, l'homme n'est pas maître de lui-même, l'homme ne sait pas totalement qui il est, et il a un inconscient, c'est-à-dire qu'il a une zone de son esprit qu'il ne contrôle pas, dans lequel il a des pulsions, des désirs qui sont refoulés, et qui font que il est ce qu'il est. Donc ça veut dire que l'individu n'est pas maître de lui-même et que son travail, s'il veut se connaître, c'est d'essayer de mieux comprendre son inconscient. Ok. Alors là, le débat est intéressant parce que et du coup, ça va être intéressant quand tu vas venir dans la formation. Hein, oui. Parce que, alors, est-ce que la conscience est à l'intérieur de nous? Ça, c'est déjà une bonne question. Tu vois, ça, il y a plein évidemment, scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Ils ne sont pas tous d'accord. Bien sûr. Pour revenir à Freud, est-ce que l'inconscient existe? Moi, j'ai des copains neuroscientifiques qui vont te dire, Thierry, moi, l'inconscient, ah oui, quand je mets les personnes sous IRM fonctionnel... je ne sais pas où il est, ouais. Je l'ai pas vu. Donc, ils vont te dire, il y a ce qui est dans le champ de ta conscience et puis ce qui échappe au champ de ta conscience. Et moi, tu vois, en accompagnement, par exemple, la personne va me dire, Thierry, c'est mon inconscient. Et quand je lui dis, OK, c'est ton inconscient, est-ce que tu peux me donner une définition de ton inconscient? La personne, elle ne sait pas. Oui, bien sûr. Donc, je lui dis, en fait, tu es enfermé par un mot, un concept. Et comme tu ne peux pas le définir, tu ne pourras jamais en sortir. Très important de savoir définir. Donc, on revient à ce que tu disais, les mots. On étudie les mots avec les étudiants. Et donc, moi, je vais dire à la personne, le but de mon accompagnement, c'est de faire remonter à la conscience ce qui échappe au champ de ta conscience. Très bien, très bien. C'est notre approche, tu vois. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est intéressant. Et j'aime bien le faire parce que toutes les personnes que j'accompagne, elles vont me dire qu'à un moment donné, elles ont ce sentiment, forcément, de ne plus être maître de ce qu'elles font. La perte d'agentivité. Ouais. Donc, comment j'ai ce sentiment que je suis vraiment agent en permanence de ce que je fais. Et donc, pour revenir, tu l'as dit d'une manière différente. Tu as parlé du regard de l'autre. J'existe au travers du regard de l'autre. Tout à fait. Là, en ce moment, sur la formation dans laquelle tu vas intervenir, on parle d'estime de soi. En gros, qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Et forcément, je suis dans mes environnements. Donc, on va travailler sur la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. Et dans ce que tu viens de dire, c'est à un moment donné, j'accepte en fait que je suis dans des environnements, mais je vais essayer de l'accepter en conscience. C'est un peu ça l'idée? Tout à fait. Et à partir du moment où je mets de la conscience sur qui je suis au travers de mes environnements, du coup, je vais un petit peu mieux. Exactement. Ça, c'est vraiment c'est Spinoza. C'est vraiment, et même Freud, ce sont des personnes qui invitent vraiment l'individu à prendre conscience de lui-même et voilà, à savoir qu'on est dans un noyau, on est tissé dans quelque chose, que ce soit les autres, notre famille, on est le résultat de tout ça. Et par contre, voilà, ne pas se faire d'illusions, c'est-à-dire le savoir pour mieux prendre conscience et mieux se questionner. La difficulté, ce serait au contraire de penser que on n'est pas inconscient, que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de se questionner. Au contraire, là, ce qu'il faut, c'est se dire mais pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui ? Pourquoi j'ai fait ces choix? Alors le but c'est pas de tomber dans un doute et de plus savoir qui on est, non, c'est pas ça, mais c'est simplement pour mieux mieux se connaître. C'est ça. Ça permet de faire des choix qui sont plus éclairés. Exactement. L'idée, c'est quand je vais bien, en tout cas moi, c'est mon approche, quand je vais bien, pourquoi je vais bien finalement, et quand je vais moins bien, pourquoi je vais moins bien. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui agit en moi qui fait que des fois, ou souvent, oui, tout à fait. je suis pas bien. C'est ça. Mais accepter aussi, moi je dirais, c'est vrai je dirais que dans notre société, on a aussi cette injonction. Julia de Funès, par exemple, va dire une injonction bonheuriste. C'est-à-dire une société du bonheur. Vraiment, il faut être heureux par tous les moyens. Donc, voilà. Je pense aussi qu'il faut accepter dans nos vies qu'il y a des choses négatives, en fait. Il y a des choses négatives qui nous arrivent. Et ça, à mon avis, c'est très important de l'accepter pour voir la vie telle qu'elle est. Et pas se faire des illusions sur la vie, se dire que non, voilà, mince, je suis pas heureux, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ceci, etc. Non, on fait ce qu'on peut, et surtout dans la vie, il y a du négatif qui nous arrive, et on peut pas l'effacer, ce négatif. Ok. Alors
Justement, pour revenir sur ça, sur les mots, tu vois, le négatif ou la notion d'échec, moi, je vais rencontrer des personnes qui ont du mal avec ces mots. Bien sûr. Parce que la connotation ou la définition qu'ils ont mis dessus, ils l'ont récupéré, bien évidemment, des environnements dans lesquels ils ont évolué. Évidemment, Donc, la personne a peur de l'échec parce que pour elle, l'échec, c'est pas quelque chose d'acceptable. Pourquoi? Parce que quand elle a vécu des échecs, donc elle n'a pas forcément atteint les objectifs qu'elle voulait atteindre, l'impact du regard des autres est venu, du coup, entamer l'estime qu'elle a d'elle-même et donc sa confiance également. Comment tu fais, toi, avec les jeunes lycéens, quand tu es sur ces mots, tu vois, négativité, Bien sûr. échec? Alors moi, vraiment, ce que je veux, c'est qu'ils en prennent conscience. C'est-à-dire vraiment que ce soit pas... Alors, il y a un peu ce discours un peu déjà tout fait de dire non, mais madame, l'échec, ça n'existe pas. C'est comment on prend les choses dans la vie. Ben, non, l'échec, ça existe. Mais est-ce que c'est mauvais en soi? Peut-être pas. C'est-à-dire, un échec, une expérience négative, je veux dire, perdre un proche, c'est une expérience négative. Enfin, c'est quelque chose de douloureux, de difficile. Rater un concours pour lequel on s'est donné, à proprement parler, c'est négatif. Par contre, on peut y voir derrière quelque chose qui va changer l'individu, le pousser à réfléchir, à créer de nouvelles valeurs, à s'interroger sur l'existence. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va changer, qu'on va avancer et qu'on va créer de nouvelles choses aussi. Mais je crois vraiment que moi, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas un relativisme des mots. Non, ça n'existe pas, le négatif, c'est quelque chose, il ne faut pas y penser, etc. Si, il faut prendre la mesure de ça pour, au contraire, mieux l'appréhender. Mais là, donc souvent, tu dois être pas en conflit avec eux, bien évidemment, mais tu as des élèves qui vivent dans des environnements familiaux, notamment, où ces mots sont utilisés de manière, du coup, peut-être pas appropriée. Bien sûr. Et toute la difficulté, elle est là, parce que moi, je le vois, même avec des sportifs de haut niveau, tu vois. Et là, j'en ai eu certains qui me disent, Thierry, voilà, j'ai échoué aux Jeux Olympiques parce que je n'étais pas à la place où je voulais. Ouais. Je lui dis, est-ce que tu es sûr que c'est un échec? Mais oui, voilà. Tu vois, je lui dis, c'est une expérience dans laquelle tu es en train d'apprendre quelque chose. Et donc, toutes les personnes, en tout cas moi que j'ai, qui derrière ces mots, échec, négativité, sont bloquées, parce qu'à un moment donné, il y a des blocages, en fait. Bien sûr. J'ai peur de me remettre en action parce que j'ai peur de l'échec. Il va falloir que j'amène, en fait, une approche un peu différente. Exactement. Tu vois, qui cède de l'expérience. Ouais. Donc, de vivre le mot échec ou la négativité, peut-être de manière différente. Exactement. Et donc, ce travail, plutôt on l'a fait. Donc, la philosophie, c'est développer de l'esprit critique. Bien sûr. Donc, quand mes parents me disent quelque chose, peut-être que dans ce qu'ils me disent, je pourrais aussi l'interpréter différemment. Exactement, bien sûr. Je pense que la philosophie, pour moi, elle arrive trop tard. C'est-à-dire que, bon, après, voilà, je suis une convaincue, mais je pense vraiment qu'elle arrive trop tard parce que on dit oui, la philosophie, elle doit arriver en terminale, il faut être très mature pour en faire, etc. Mais c'est faux, en fait. Moi, je pense que les enfants, déjà, il n'y a pas plus philosophe qu'eux. Alors attention, une philosophie, on va dire, si on devait donner des cours à des enfants, on adapterait évidemment, on ne ferait pas des cours magistraux, enfin on adapterait le discours. C'est ça. Évidemment. Mais en tout cas, voilà, les enfants, moi je trouve qu'ils ont des réflexions qui sont très pertinentes et justement ils se questionnent tout le temps sur la vie. Mais pourquoi mais des questions qui sont très philosophiques. Pourquoi il y a des nuages? Pourquoi est-ce que pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi ça marche comme ça, etc. Et donc je pense que plus tôt on ferait ça, plus tôt il y aurait une espèce d'écho entre les cours et l'environnement familial. C'est-à-dire que les enfants, ils auraient le discours à la maison, mais ils auraient aussi le discours en classe qui leur permettrait de développer leur esprit critique beaucoup plus tôt. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et quelque part, la terminale, c'est pas trop tard parce que franchement, j'y mets toute l'énergie nécessaire. Mais on sent que c'est difficile d'aller à l'encontre de leurs opinions. Bien sûr. Mais ils y arrivent. Franchement, moi, c'est mes victoires de professeur. Oui, parce qu'il y a déjà des filtres qui se sont mis en place, des mécanismes de défense. Et effectivement, plus tôt, en fait, on leur permettrait d'aborder ces sujets, évidemment, de manière très bien accompagnée, bien sûr. Sur la psychologie aussi, ou sur le fonctionnement du cerveau par les neurosciences. C'est-à-dire qu'un enfant, à 7-8 ans, il a des capacités d'intégrer de l'information et donc de comprendre tout de suite et de modéliser peut-être des schémas qui seraient les meilleurs. Exactement, ils se questionneraient plutôt sur leur développement. Exactement. Du coup, tu vois, on est beaucoup sur les lycéens parce que c'est un sujet aussi qui me passionne, et même moi, si j'étais sur des élèves en master, mais c'est la même chose en fait. Dans une classe aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu sens qu'il y a de l'animation? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors,
Deux types d'animation, je dirais. La première, c'est... alors, par exemple, un cours sur le bonheur. Ouais. Je dirais c'est un cours très animé. Cours sur la conscience, c'est vraiment un cours où là, on sent que... mais comment ça, je sais pas qui je suis? Bah, évidemment que je sais qui je suis, mais même... Pourquoi vous posez cette question absurde? Enfin, on sent que ça vient vraiment déranger. Mais alors, la question par excellence, je pense qu'il y a deux cours vraiment. Il y en a un, même, je choisis de le faire à la fin de l'année. D'accord. Exprès parce que je considère qu'il doit vraiment avoir une capacité de réflexion philosophique. C'est la religion, par exemple. Ah, ok. On a vraiment, en tant que professeur de philosophie, on a un sujet sur la religion. Et je pense que pour pouvoir traiter un sujet sur la religion, il faut avoir fait de la philosophie, mais vraiment. Parce qu'en fait, sinon, tout le monde donne son avis sans jamais vraiment voir que ce qu'il pense, c'est pas forcément la vérité, encore une fois. Ça. Et que un croyant n'a pas forcément tort, ou qu'un athée n'a pas forcément tort non plus. Donc, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment l'exercice philosophique par excellence. Un cours sur la religion, parce que c'est le moment où chacun va devoir accepter la pensée de l'autre. C'est ça. Et arriver à se dire, oui, il croit en Dieu, mais c'est pas pour se rassurer dans la vie, etc. C'est peut-être aussi parce que c'est intéressant et que ça vient répondre à une explication peut-être aussi rationnelle et pas irrationnelle du monde. Et à l'inverse, quelqu'un qui est croyant se dire, oui, c'est possible de ne pas y croire parce que peut-être aussi que la vie peut être considérée comme absurde et que peut-être le fait que je sois croyant, ça vient d'où? Est-ce que c'est mes parents qui me l'ont transmis? Et est-ce que je me suis questionnée sur cette... Est-ce que ma foi, elle est authentique? Est-ce que vraiment j'y crois? Ou est-ce que c'est ce qu'on a voulu que je croie? Et donc ça, je dirais que c'est un cours vraiment, j'attends la fin de l'année. Et c'est pour ça que ça se passe vraiment bien, parce que ça y est, ils ont compris la méthode. Et un autre cours, c'est la justice. Ok. Alors vraiment, ce cours-là, j'ai même des élèves qui ne se parlent plus à la fin des cours. Vraiment, c'est exceptionnel, vraiment. Parce que là, on touche à quelque chose de très précis, c'est les opinions politiques. Et donc là, vraiment, c'est... on sent, moi, ce que je sens, en tout cas, quand il y a des débats sur la justice, c'est le discours des parents, en fait. Ouais. Je sens pas un élève qui a du vécu, en fait. Pas du tout. Ouais. Parce que, voilà, savoir si la méritocratie existe ou pas, bon, un élève, bien sûr, il est confronté à ça parce que même Parcoursup, etc., on leur répète depuis toujours. Tu dois travailler beaucoup si tu veux obtenir de bons résultats, etc. Mais est-ce que, voilà, cette question du mérite, elle est si juste? Est-ce que quand on veut, on peut? Moi, j'en suis pas certaine, non. J'en suis vraiment pas certaine parce que je pense quand même qu'il y a des déterminations sociales qui peuvent nous empêcher de parvenir à ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on est déterminé au sens où, comme un déterminisme biologique, on serait incapable d'agir. Et dans ce cas, on pourrait même prévoir des criminels à l'avance, parce que si t'es né dans tel milieu, tu finiras criminel. Non, mais je pense en tout cas qu'on est beaucoup influencé par son milieu social et que ça, il faut en tenir compte. Et on voit qu'il y a beaucoup d'élèves que ça peut déranger, cette question-là, parce que ça remet en question... Ça les remet en question eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, non, moi, si j'ai des bonnes notes, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Et je leur dis, mais qui n'a jamais travaillé et pas obtenu les résultats de ses efforts? Ça veut pas dire que t'as mal travaillé, etc. C'est que peut-être, t'avais pas tous les outils pour. C'est ça, exactement. Et ouais. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Exactement. Il y a une phrase de Chantal Jacquet que j'aime beaucoup qui a créé le terme de transclasse. C'est-à-dire ceux qui passent d'une classe sociale d'un milieu, par exemple, défavorisé à un milieu aisé. Elle va dire, c'est pas quand on veut, on peut, mais c'est quand on peut, on veut. Ouais. Et oui, parce que forcément, suivant le milieu dans lequel on est, l'accès à l'information, l'accès à la culture ne va pas se faire dans les mêmes conditions. Donc tout ça, c'est déterminé qu'on le veuille ou non. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est sclérosé et qu'on ne peut plus agir. Au contraire. Mais encore une fois, savoir qu'on a des déterminismes peut nous aider à nous en extirper, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut trop nous faire croire ça. C'est-à-dire, voilà, si cet élève n'y réussit pas. Et alors voilà, cette question de la réussite, elle est vraiment partout. Réussir sa vie, mais ça veut dire quoi, réussir sa vie? Enfin, c'est bien réussir à l'école. Moi, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui réussissent très, très bien de plein de façons et qu'en fait, personne ne réussit jamais sa vie. Enfin, on est toujours en pleine construction. Et donc, tu dois retrouver des groupes, en fait, ce qu'on appelle des groupes d'appartenance. Donc, bien forcément, dans les classes... Ah, là, voilà, j'organise des débats, ce qu'on appelle des disputatio. Donc, c'est vraiment, je donne un sujet et je divise la classe en plusieurs groupes et je leur dis, donc, vous allez traiter ce sujet avec le oui et le non. Donc, vous me trouvez des arguments oui et non sur ce sujet.
Et il me dit, madame, moi, je suis plutôt oui sur ce sujet. Je dis, mais c'est parfait. Tu vas trouver des arguments sur le non. Non. Tu vas penser contre toi-même. Ça, la philosophie, c'est vraiment ça. C'est penser contre soi-même. Être capable de trouver que dans d'autres arguments, c'est valide aussi. Donc, ils doivent vraiment, chaque groupe, faire ça. Et au moment où ils arrivent devant le tableau, je dis, toi, tu seras le oui et toi, tu seras le non. Donc, ça veut dire qu'ils ont dû être aussi bons sur les deux arguments. Et ils doivent être convaincants, même si c'est pas dans leur conviction. Et ça, je pense que c'est un très bon exercice parce que ça les force à penser contre eux-mêmes. C'est ça. Donc, à modifier leur système de croyances ou des croyances qui sont bien ancrées. Est-ce que tu as des exemples du coup de lycéens qui, devant toi, ont basculé? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ça m'est arrivé vraiment une élève, je l'ai très clairement en tête. Alors voilà, c'était cours sur la justice extrêmement... elle tenait des propos assez durs, quoi. Par exemple, un SDF, s'il est SDF, mais c'est que de sa faute. Un homme alcoolique, s'il est alcoolique, c'est que... Enfin, vraiment, je la trouvais dure, quoi. Ouais. Mais bon, on était là pour débattre. Il y a des élèves qui lui disaient « arrête de dire ça, machin. » Mais en soi, elle avait le droit de dire ce qu'elle pensait. Enfin, voilà. Mais j'essayais vraiment de lui montrer qu'il y avait une autre voie possible, que ça ne veut pas dire que ce que moi je lui présentais c'était la vérité, mais qu'en tout cas il existait une autre voie possible. Et franchement, elle en démordait pas, quoi. Et moi, quelque part, ça venait un peu me titiller parce que je me disais, mon rôle quand même, c'est qu'ils arrivent à essayer de penser différemment. Ouais, c'est ça. Et à la fin de l'année, vraiment, à la fin de l'année, elle est venue me voir et elle m'a dit, mais madame, en fait, je voulais vous dire que vous avez transformé ma manière de penser. Et toutes les convictions que j'avais, elles sont parties. Et en fait, je me rends compte que j'étais dans un système de pensée qui était un système de pensée familial et je ne m'étais pas vraiment questionnée. Et aujourd'hui, je pense différemment. Et vraiment, c'était hyper élogieux ce qu'elle avait dit. Mais bon, alors, sur moi, bien sûr, mais beaucoup plus sur la philosophie. Bien sûr, sur ce que ça lui a apporté. Voilà, sur ce que ça a pu lui apporter. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est ça la victoire d'un prof, en fait. Bien sûr. C'est pas de la convaincre de penser comme moi ou comme tel élève, non. Mais c'est qu'elle arrive à pouvoir se dire que ce qu'elle pense, c'est peut-être ancré de croyances qui sont pas si justes et questionner ses opinions. Et dans le prolongement de ça, puisque moi, du coup, j'ai surtout des parents, on va dire. Ouais. C'est génial, là, tout ce que tu dis. Ça m'intéresse énormément. On va se régaler pendant ton intervention. Quand tu as des élèves qui commencent à développer de l'esprit critique et à percevoir les choses peut-être différemment, en tout cas avoir un regard différent, qui va venir construire un peu plus leur capacité à voir différemment, est-ce qu'ensuite tu as des retours de parents des fois? Ah oui, alors ça vraiment c'est... moi, c'est vraiment ma victoire. Hein. Oui. Les parents, alors déjà, par exemple, dans des réunions parents-profs, des parents qui me disent, mais alors, vous animez tous nos débats. Enfin, à table, l'élève, il rentre, il me dit, mais maman, attends, est-ce que la liberté, ça existe, machin. Et en fait, ça alimente tout le temps. Et ouais, j'ai reçu des messages très touchants, franchement. Bon, alors, je suis assez sensible, donc ça, même parfois, ça a pu me donner des petites larmes. Mais c'est normal. Voilà, des parents qui me disent, écoutez... Mon fils n'a jamais été autant intéressé par des cours. Ça a changé sa manière de penser. Et on vous remercie, en fait. On vous remercie. Ou alors, des élèves qui vivent des choses difficiles. Ouais. Ça arrive, hein, vraiment des élèves et la philosophie, elle vient directement soit heurter, parce qu'on peut parler de questions difficiles comme la mort, etc. Soit au contraire, elle vient réconforter. Et il y a des parents qui m'ont dit, mais vraiment, les cours de philosophie, ça les aide, en fait. Enfin, ma fille, par exemple, ça l'aide énormément. Elle a l'impression d'être soutenue. C'est ça. Et voilà. Et même si la philosophie n'apporte pas de réponse toute faite, elle permet à un élève de se sentir compris. Ouais, déjà, de se questionner différemment. Ça va l'ouvrir peut-être effectivement aussi à la lecture. Alors ça, c'est très important. Alors par exemple, quand on me dit, là, il a fait ses commandes pour Noël, il y aura des livres au sapin, je suis là, waouh. Alors là, vraiment, là, c'est génial. Mais oui, la philosophie, elle a quelque chose d'universel. Je sais qu'il y a des gens qui sont récalcitrants parce qu'ils se disent, la philo ne nous apprend rien de plus. Mais c'est faux. La philosophie... elle n'est pas là pour donner des vérités toutes faites. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on attend ça. C'est-à-dire, on veut qu'on nous déroule des recettes miracles sur comment aller bien, comment penser le monde, etc. On ne fait plus vraiment assez d'efforts pour se questionner. Et la philosophie, elle a quelque chose qui vient nous bousculer.
mais nous bousculer parfois pas dans le bon sens, parce que se questionner, ça peut amener à des doutes. Et les doutes, c'est pas confortable. Nous, on préfère les certitudes en général. On préfère être certain de ce qu'on pense, pas se questionner trop. Mais en réalité, ça amène vers plus de vérité. C'est-à-dire que savoir que, je sais pas, parler de la mort, par exemple, c'est un sujet difficile, mais savoir que la mort, c'est ce qui peut donner du sens à l'existence, si on affronte cette question-là, ça peut aider à mieux vivre. Donc, moi, je dirais que la philosophie, elle aide vraiment à sortir de ces certitudes qui, parfois, en fait, sont des bulles d'illusion et à mieux appréhender le réel et à mieux comprendre le monde. Et la philosophie, elle aide pas à atteindre le bonheur. C'est André Comte-Sponville, par exemple, qui dit ça, j'aime beaucoup. Il dit la philosophie, c'est pas pour être heureux. C'est simplement pour mieux vivre. C'est-à-dire, c'est pas... le bonheur, c'est quelque part... Enfin, pour moi, c'est un idéal qui n'existe pas. Kant va dire c'est un idéal de l'imagination. Moi, je pense que le bonheur, c'est dans sa définition, c'est la satisfaction totale de tous nos désirs dans la durée. On voit bien que c'est pas possible. Et il y a des gens qui vont se rendre malheureux pour être heureux. Et je pense qu'en effet, la philosophie, c'est pas une recette miracle. C'est pas quelque chose... moi, je fais pas de la philosophie pour être heureuse. Mais simplement, ça m'aide à mieux vivre. Comprendre des réalités sociales, comprendre des réalités scientifiques, etc. Mais ça ouvre sur le monde, sur la réalité, et ça permet de mieux comprendre plein de choses. Et les réponses, elles se font petit à petit. C'est ça. Je pense que souvent, les personnes qui expriment le fait que la philosophie n'apporte rien de plus, est-ce que ce sont des personnes qui se sont intéressées à la philosophie, tu vois ce que je veux dire ? Oui, et qui ont osé se questionner sur eux-mêmes, en fait. C'est des gens qui n'ont pas forcément envie, je pense. Ou comme la personne qui va me dire, la psychologie, ça sert à rien que j'aille voir un thérapeute. Je dis, est-ce que tu y as été déjà une fois ? C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Et moi, vraiment, j'aimerais faire des cours aux gens qui se rendent compte de la valeur. Et vraiment, je prends ça avec sérieux pour mes élèves. Je suis super investie, vraiment. Enfin, j'écoute des podcasts tous les matins. Lis énormément. Je leur lis des passages en cours d'œuvres, et j'essaye aussi de la rendre le plus vivant possible. C'est ça. Donc je vais prendre des matériaux de l'actualité, je vais prendre des films. Par exemple, tu vois, un cours sur le temps, je vais faire un lien avec Interstellar. Et on va étudier, tu vois, le lien entre la théorie de la relativité générale d'Einstein et le temps subjectif chez Bergson. Et là, je leur passe un extrait d'Interstellar où, tu vois, je sais pas ce que va dire... Pascal, en disant que on n'est jamais dans le temps présent, on est toujours à penser soit au futur, soit au passé. Et la question de la nostalgie, je vais l'illustrer avec, par exemple, Gatsby le Magnifique, un film avec Leonardo DiCaprio. Ils sont là, même, je l'ai vu. Et en fait, ils font des liens, ils font des connexions. Ils se disent, mais je pensais pas qu'il y avait autant de philo dans les films. Et moi, je leur dis, mais en fait, la philo n'est pas déconnectée de la réalité. La philosophie, elle est dans la réalité, elle est dans votre quotidien. Simplement, vous n'avez pas fait ce pas de côté. Vous n'avez pas encore été assez étonné pour vous en rendre compte. Ouais, et alors du coup, tu vois, on va ramener ça à la formation parce que moi, je dis souvent aux personnes, tu vois, en formation qui sont là et puis typiquement qui sont dans des périodes de leur vie qui ne sont pas forcément agréables, je leur dis ce qui vous manque, c'est juste un peu d'information. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Et ensuite, un petit cadre dans lequel vous allez développer des compétences nouvelles par des apprentissages pour intégrer tout ça. Ce qui sera intéressant dans la formation quand tu vas intervenir, ça sera de leur demander déjà de quoi ils se souviennent de leur cours de philosophie et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et là, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Alors là, vraiment, il y a de tout. Moi, même dans mon entourage proche, il y a des gens qui me disent, mais moi, la philo, mais j'en garde un souvenir atroce, quoi. Mais parce que je pense que en réalité, le professeur, ça peut beaucoup jouer, vraiment. C'est-à-dire que si on veut que cette matière soit abstraite, inintéressante, c'est possible. Vraiment, je le vois, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, je donne un texte, supposons, un texte de Kierkegaard, allez, vous l'analysez dans votre coin, vous faites ça, et on en discute, vous notez tel concept, etc. C'est très possible. Mais si on fait vraiment l'effort de montrer qu'il y a du lien, que c'est quotidien, en fait, et là, je pense vraiment qu'on peut se dire, mais ça peut même être une révélation, en fait. En créant de l'interaction, bien évidemment. Ouais, l'interaction. Moi, mon cours, c'est pas m'entendre parler. Moi, mon but, c'est pas de savoir que je suis une personne intéressante ou quoi. Je m'en fiche, en fait. Je m'intéresse pas à moi, je m'intéresse aux élèves. Et je pense vraiment que
eux, ils m'apprennent tout autant que moi, je leur apprends. Bien sûr. Et c'est vraiment une interaction et le cours, il se construit ensemble. Voilà, on va commencer, je sais pas, chaque début de cours, c'est par exemple, c'est quoi le bonheur? Pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des personnes dans la classe qui sont heureuses? Le langage, c'est quoi? L'État, qu'est-ce que c'est pour vous? Et en fait, voilà, on se questionne, machin, et on arrive vers des philosophes petit à petit. Et on comprend de mieux en mieux les concepts. On essaye de voir quel est l'impact, en fait, de se dire, je sais pas, au XVIe siècle, un auteur a pu dire telle chose. C'est quand même fou qu'à ce siècle-là, il se disait déjà telle chose. Voilà, quand on voit, je sais pas, la Boétie, discours de la servitude volontaire, qui montre que parfois, voilà, le roi, s'il c'est un tyran, c'est peut-être parce que le peuple accepte de se faire tyranniser. Et que donc, s'il décide ne serait-ce que de plus obéir, peut-être que on sera plus tyrannisé. Et quand on voit qu'il y a une résonance avec aujourd'hui, par exemple, sur beaucoup d'éléments politiques, on se dit mais c'est fou en fait. Et on comprend mieux aussi l'origine de nos pensées. Et quand on vit en Europe, l'héritage philosophique, il est énorme. Il est énorme. Je vais revenir sur un sujet que tu as évoqué juste précédemment, parce que moi je le vois dans mes accompagnements et surtout dans les accompagnements privés, qui est celui de l'amour. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant parce que je vois en fait à l'âge adulte ou à un âge plus avancé de quelle manière ça peut être appréhendé de manière différente. Comment c'est appréhendé par les lycéens? Alors, moi, c'est vrai que déjà, c'est, je pense, une des questions qui m'intéresse le plus, la question de la mort. Et ça doit, je pense, peut-être retranscrire dans mes cours, parce que j'ai été moi-même confrontée assez jeune à cette question-là. J'ai perdu des personnes très, très importantes dans ma vie à 23 ans. Donc, ça a été très compliqué pour moi comme étape. Et en réalité, à ce moment-là, je préparais les concours et il y avait la question du temps au programme dans les concours. Et je me suis dit, mais comment je vais passer ces concours alors que je viens de perdre des personnes indispensables à ma vie? Et en fait, quand je lisais de la philosophie, et d'ailleurs, je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment devenu une passion, je me suis dit, mais Maya, t'es pas en train d'être derrière un bureau, tu viens de perdre des personnes très importantes, mais t'es pas là à remplir, je sais pas, des tableaux Excel, quelque chose qui t'intéresse pas, en fait. Tu es en train de préparer un concours, mais qui en même temps te fait une thérapie. Voilà, quand tu t'écoutes Heidegger sur la mort, dans Être et temps, il y a des pages incroyables où il explique que la mort, c'est ce qui donne du sens à la vie. Et ben moi, en ayant vécu ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ça me fait du bien de lire ça, de savoir que des philosophes le disent en plus avec des mots justes, des mots très justes. Et donc, la question de la mort, elle a pris une tournure dans ma vie et j'ai vraiment voulu montrer aux élèves que la mort, c'est un sujet important. C'est un sujet, parce que nous, on le voit comme un gros mot. On se dit, la mort, vraiment, faut être morbide pour pouvoir parler de ça, etc. Non, la mort, je pense que c'est peut-être même l'une des questions les plus intéressantes parce qu'elle pose la question de la vie. C'est-à-dire que savoir que notre vie, elle est limitée dans le temps, savoir qu'il y aura une fin, c'est ce qui donne du sens à notre vie, en fait. C'est ça. C'est ce qui donne du sens à la vie. Et donc, moi, ce que j'essaye de leur transmettre, c'est cette idée que la mort, c'est pas un sujet à éviter. C'est au contraire un sujet dont il faut prendre conscience. Et même, je les invite à se questionner, que vaudrait une vie d'éternité? Est-ce que ce serait souhaitable, l'éternité? Mais non, en fait. Parce que on sait très bien que nos choix, ils ont de la valeur parce qu'on sait qu'on peut pas revenir en arrière. Parce que le temps, il avance malgré nous. C'est ça. Et que c'est ça qui nous pousse à donner du sens. Et c'est exactement ce que va dire Heidegger. La conscience de la mort me pousse à me soucier de ma vie et à faire des choix qui résonnent et qui ont une valeur, une importance. Et donc, je pense que cette question, la philosophie, elle est aussi là pour parler de ça. Alors, je t'ai posé cette question parce que, alors, je ne savais pas, mais c'est aussi un sujet qui me passionne. Oui. Alors, moi aussi, comme toi, j'ai perdu des êtres très proches et très chers à l'âge de 19 ans, 21 ans, des frères, en fait. Et ça m'a toujours perturbé, en fait, ce processus. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, du coup, tu vois, en thérapie, j'accompagne le processus de deuil. D'accord. Il y a plein de manières d'appréhender le deuil. Oui. Et ça, c'est super intéressant, ce que tu dis, parce que moi, aujourd'hui, bien évidemment que le deuil, je l'appréhende avec joie. Oui. Et je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps. Donc, je l'apprends avec joie et j'invite les personnes à peut-être le vivre différemment. Et dans un premier temps, je me rends compte qu'ils vont être dans on va dire des processus de deuil traditionnels, encore que, évidemment, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, on ne va pas accueillir la mort de la même manière. Bien sûr. Mais pour les personnes qui vont le vivre dans une espèce de tristesse dans laquelle ils sont vraiment impactés, je vais souvent les inviter peut-être
à être moins centré sur eux, à être centré sur la personne qui est partie. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle dirait, celle-là, si elle était encore là? Bien sûr. Tu vois, donc il y a plein de façons de le faire. Et je pense qu'effectivement, traiter de ce sujet, toi, comme tu le fais avec les étudiants, avec tes lycéens, ça doit être génial, en fait. Mais moi, je trouve vraiment... Parce que en fait, c'est pas forcément des questions qui se posent, quoi, tout de suite. Mais c'est ça, la question de la mort. Alors, il y a des élèves qui sont confrontés, très jeunes. Ça, d'ailleurs, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, on se rend pas compte que très, très jeune, il y a des enfants qui vivent des réalités très difficiles. Mais oui, la mort, ils ont pas envie d'y penser. Ils sont en terminale. Voilà, savoir qu'on va mourir, super. Enfin, même, est-ce qu'on peut parler de quelque chose de plus gai Mais en fait, je leur dis que non. Enfin, ça va être joyeux de parler de la mort. Alors, voilà, l'idée, c'est de comprendre que il faut la philosophie quelque part, elle affronte des questions difficiles. Elle prend ce parti pris. Montaigne disait, la philosophie, c'est apprendre à mourir. Alors, pas au sens où il faut apprendre à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire dans le sens où c'est pas une expérience, la mort, à proprement parler. C'est une non-expérience. Mais apprendre à mourir, c'est s'habituer à l'idée de la mort, à la pensée de la mort. Et il s'agit pas d'y penser tout le temps, pas du tout. Il s'agit simplement de comprendre qu'elle est importante pour mieux vivre et ne pas voir ça comme un scandale, comme quelque chose d'horrible qui arrive. Alors, quand ça arrive, c'est horrible. Ça, on va pas mentir, évidemment. Et il faut vivre ce moment douloureux et difficile et qui perdure. Mais c'est simplement changer son regard sur la vie. Parce que quand ça arrive, on se dit que la vie est injuste. Et il y a des injustices, vraiment, quand on voit il y a des choses qui se passent qui sont absolument horribles et la mort emporte des gens de façon extrêmement triste. Mais la mort peut aussi donne tout le sens de ce pourquoi on est là, je crois. Et il y a des philosophes qui vont complètement affronter cette question-là. Moi, j'aime beaucoup Camus, par exemple, Albert Camus, qui va dire que l'homme, en fait, il est désemparé dans cette existence parce qu'il est confronté à la question de l'absurde. Alors, l'absurde, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience que nous, on a, être vivant. C'est être humain, c'est avoir conscience. Et cette conscience, évidemment, elle nous pousse à nous poser des questions sur le monde. Et on est confronté au monde muet. Le monde qui ne nous répond pas. C'est-à-dire, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi on va mourir? Pourquoi est-ce que je suis née? Pourquoi je suis là? Quel est le but de ma vie? Et le monde ne me répond pas. Camus va dire, il y a une épaisseur du monde qui fait qu'il n'y a aucune réponse. Et face à ça, c'est très difficile d'accepter cette absurdité de l'existence. Savoir qu'on est pour mourir, c'est quand même un sacré pari, quoi. Il faut l'affronter, c'est pas facile. Et Camus va dire, plutôt que d'essayer de trouver des réponses, il faut accepter l'absurdité de la vie. Mais c'est ça qui nous pousse à donner du sens, de la valeur, en fait. C'est accepter que les choses sont absurdes, mais que c'est pas une mauvaise chose, en fait. Et c'est le mythe de Sisyphe, cet homme qui doit pousser inlassablement son rocher en haut de la montagne, mais il sait pertinemment que le rocher va retomber. Mais il le pousse quand même parce que, oui, c'est absurde, mais c'est dans l'absurdité qu'il trouve du sens. Et le cerveau a horreur du vide. Ah, mais voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Permanence, il faut qu'il se crée des réponses. Il faut des réponses, il faut du concret. Et c'est pour ça que la philosophie ou la psychologie, etc., tout ça, ça dérange parce qu'on n'a pas envie de se retrouver sans réponse. Je me souviens d'un élève vraiment qui était venu me voir et qui m'avait dit Madame, avant, je me posais pas toutes ces questions et à cause de vous, j'en deviens un peu malheureux là. et je lui avais dit mais le but, c'est pas de te rendre malheureux, mais c'est pas non plus que tu restes dans tes illusions. Ouais, mais s'il se pose toutes ces questions, petit à petit, il va rentrer dans une autre démarche. Exactement. Il est dans un temps d'apprentissage. Mais c'est génial. Alors, pour clôturer, parce qu'on pourrait y passer des heures, c'est passionnant, tu vois. Je t'avais dit que ça allait passer vite. Pour revenir, en fait, au déploiement personnel, parce que là, les personnes vont t'écouter, tu vas bien évidemment les inspirer. Et moi, la question qu'on me pose souvent, Thierry, mais OK, c'est génial, mais par quoi je démarre? Oui. Par quoi démarrer? Par quoi je démarre? Aujourd'hui, si je devais acheter un bouquin, je suis complètement néophyte. Je ne pensais pas que la philosophie, ça pourrait m'intéresser. Quel serait le premier bouquin que tu pourrais recommander à une personne qui va tout de suite l'impacter et lui dire « Ah ouais », ou lui faire comprendre que la philosophie, franchement, c'est un sujet passionnant? Franchement, je vais rester dans ma première idée et c'est sur ce sur quoi j'avais fini. Mais je dirais le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Parce qu'il commence quand même son œuvre par quelque chose d'assez déroutant et qui interpelle tout de suite. C'est la seule véritable question philosophique
qui, en gros, vaille la peine d'être posée, c'est la question du suicide. Alors là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, hein, ça paraît difficile, mais en fait, la question du suicide, elle pose la question de la vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue. Et je trouve que quand on n'a jamais fait de philosophie, ça peut être une bonne approche parce que tout de suite, on est bousculé. Ça, après, peut-être plus conventionnel, mais Sartre, l'existentialisme est un humanisme, c'est ce que je donne à mes élèves sur la liberté. Cette idée de... alors voilà, tout en nuançant, parce que Sartre va vraiment insister sur le fait qu'on est absolument libre. Mais je trouve que ça pousse à se questionner. Moi, c'était l'œuvre qui était au programme quand j'étais en terminale. Et ça m'a fait beaucoup me questionner en me disant, mais on est libre à ce point. Mais il faut quand même contrebalancer cette lecture avec une lecture qui dirait qu'il y a aussi des déterminismes dans nos vies. Voilà, on a des livres, je dirais même, pourquoi pas lire des contemporains, vraiment. Moi, il y a un livre vraiment ces dernières années qui m'a marqué de philosophes contemporains. Donc, je dis aux élèves, il y a des philosophes qui sont pas morts, il y a des philosophes encore actuels qui sont passionnants. Moi, il y a un livre, c'est Rupture de Claire Marin, philosophe actuel, et je l'ai trouvé passionnant, vraiment, sur les ruptures qu'on peut vivre, en fait. Et j'avais l'impression qu'elle était avec moi au moment de la lecture. J'ai l'impression qu'elle était dans ma tête, en fait. Et voilà. Mais je dirais vraiment, pour commencer, si on veut être bousculé, en fait, si vraiment on accepte d'être bousculé, le mythe de Sisyphe, c'est assez court, mais c'est très éclairant. Et je pense qu'on plonge tout de suite sur l'absurdité du réel. Et moi, je conseillerais ça. Est-ce que les élèves, quand tu les invites à aller vers des lectures, ils y vont? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir. On est quand même à l'ère du numérique. Voilà, moi-même, vraiment, on est tous happés par ça. Voilà. Mais alors eux, de plus en plus tôt, de plus en plus rapidement. Et moi, j'essaye vraiment de les ramener au texte. Voilà, on va lire des textes ensemble. Ils ont une œuvre qu'ils doivent lire, etc. Mais on voit que c'est laborieux, en fait. C'est laborieux, c'est difficile. La lecture, c'est pas quelque chose de simple. Alors, il y a toujours des gens qui adorent lire, donc ça, c'est génial. Mais j'essaye quand même de toute façon, très souvent, de leur proposer des lectures qui pourraient les intéresser, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas simple, mais je me décourage pas du tout, vraiment. C'est une mission. Voilà, c'est ça. C'est une mission. Professeur, c'est une mission. Ouais. C'est ta mission de vie. Une de tes missions de vie. Voilà, c'est ça, exactement. Et j'en suis ravie, vraiment, pouvoir aider des jeunes. Super, Maya. Ouais. Merci à toi. Merci Thierry de m'avoir invité. C'était passionnant. On pourrait parler des heures. Donc, les personnes vont pouvoir écouter ce podcast autant de fois qu'ils le souhaitent. Moi, je te retrouve très bientôt dans une intervention sur l'estime de soi où tu vas avoir en face de toi, non pas des jeunes lycéens, mais des parents. Oui, tout à fait. Mais voilà, on va prendre le problème à la source. Voilà, et qui vont te poser, à mon avis, beaucoup de questions parce que pour certains, je pense qu'ils se posent des questions que se posent peut-être même plus certains de leurs enfants parce qu'ils ont de l'accès à l'information qui, grâce à toi, est peut-être un peu différente et grâce à l'interaction. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, Thierry. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.